Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Il était une fois en Inde la forêt, profonde et mystérieuse, dangereuse et secrète, dans laquelle pourtant on a pris l'habitude de se retirer du monde et de méditer. Dans la littérature indienne, la forêt n'est pas qu'une simple surface plantée d'arbres, elle représente un lieu vide de toute occupation humaine, par opposition aux lieux habités. Le Bouddha lui-même a fréquenté la forêt et une tradition de moines forestiers perdure depuis les premiers temps du bouddhisme. Ce dimanche, nous allons nous intéresser à ce lieu à travers des textes bouddhiques traduits et étudiés par notre invité Daniel Massé. Ce sera la première de 2 émissions consécutives consacrées à la nature dans la littérature bouddhique. Après la forêt, nous parlerons en effet la semaine prochaine de la montagne. Daniel Massé, bonjour. Bonjour. Vous avez une double formation universitaire en lettres et puis aussi en langue orientale, en tibétain, sanskrit et en pali. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur les images de la nature dans la littérature bouddhique. Et puis, vous avez été la première à traduire en français les Théragata et les Thérigata. Ce sont des stances du canon pali attribuées aux premiers moines et nonnes bouddhistes. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Alors, nous allons nous attacher à décrire tout d'abord la nature et ses fonctions dans la poésie bouddhique et dans ces textes anciens. Mais de quel type de texte s'agit-il et de quand date-t-il ? En fait, pour cette première émission, je vais vous parler de textes assez divers du canon pali. Donc, ce sont des textes bouddhiques qui sont réputés les plus anciens et les plus proches de l'enseignement originel du Bouddha. Des textes qui ont été élaborés dans les premiers siècles avant notre ère. Ceci dit, il faut savoir que la catégorie de forêt est également évoquée dans des textes indiens bien antérieurs à l'apparition du bouddhisme, en particulier des textes védiques, et certains de ces textes védiques ont été élaborés dans le courant du 2e millénaire avant notre ère. Donc c'est là une tradition très ancienne que les bouddhistes ont repris à leur compte, et selon cette tradition, donc la forêt, qui se dit en sanskrit aranya, s'oppose à ce qu'on appelle le village, soit en sanskrit grama. Alors, en quoi consiste précisément cette opposition ? En fait, le mot grama désigne tout lieu habité. On pourrait le traduire par agglomération. Il désigne aussi bien les villages de l'époque védique que les villes qui sont apparues ultérieurement. Et le mot aranya, lui, désigne, par opposition à grama, les lieux dans lesquels on arrive dès qu'on s'éloigne des agglomérations. Donc, en fait, ce terme aranya est traduit par forêt, mais il faut ici donner au terme forêt un sens très large. Alors, en quoi consistent les descriptions de la forêt? Que trouve-t-on précisément comme caractéristique de ce lieu? En fait, la caractéristique fondamentale de l'aranya, c'est d'être vide de culture et vide de présence humaine. Et donc, en fait, ce terme aranya va s'appliquer à toute une série de milieux naturels, le désert, la montagne, et puis aussi la forêt, mais prise cette fois-ci dans son sens plus restreint, d'espaces plantés d'arbres, ce qu'on appelle en sanskrit vana. En fait, la caractéristique de tous ces milieux, c'est que ce sont des lieux vides d'activité humaine et qui donc sont soustraits à l'emprise de tous les déterminismes sociaux. Et donc ces lieux vides et non balisés deviennent pour les Indiens une image de l'absolu, et c'est en tant qu'image de l'absolu qu'ils vont attirer tous les chercheurs d'absolu qui ont déjà été très nombreux en Inde dès l'époque ancienne. Et qui sont-ils ces chercheurs d'absolu ? Alors, ces chercheurs d'absolu reçoivent des noms divers en fonction des contextes et des époques. Ce sont aussi bien les ascètes et les grands sages de la tradition védique que les renonçants qui sont apparus dans le courant du 1er millénaire avant notre ère. Donc, ces renonçants qui, en fait, désirent se libérer du cycle des existences. Et bien sûr, parmi ces renonçants sont compris les moines bouddhistes. Alors, est-ce qu'en Inde, finalement, dans les siècles précédant notre ère, cette forêt, ce qu'on appelle forêt, n'est tout simplement pas la nature au sens absolu du terme ?
En fait, la forêt ne peut pas se confondre avec la nature parce qu'il existe aussi une nature dans les villages. Et justement, les commentateurs indiens font des distinctions très précises entre les plantes du village et les plantes de la forêt, les animaux villageois, les animaux forestiers, etc. Ceci dit, on peut remarquer que l'opposition village-forêt recoupe en grande partie l'opposition que nous, occidentaux, nous établissons entre ce qui est domestique et ce qui est sauvage. La forêt, donc, est de l'ordre d'une nature sauvage, non domestiquée, non façonnée par la main de l'homme. Et les ascètes qui se rendent en forêt vont devoir en fait renoncer sans état d'âme à tous les acquis et à tout le confort de la civilisation. Alors est-ce que justement vous pouvez nous donner un exemple d'un ascète qui a quitté la civilisation, même son trône, pour aller vivre en forêt? Je vais vous donner l'exemple d'un prince en fait qui est devenu ascète. Donc il s'agit du prince Vesantara qui est l'avant-dernière incarnation terrestre du Bouddha. La dernière étant bien entendu celle au cours de laquelle il est devenu le Bouddha. Donc le prince Vesantara, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, est banni. Il est condamné à partir en exil en forêt, donc au cœur d'une forêt très profonde, où il va devoir vivre de ce qui lui est offert par la nature. Donc il va porter des vêtements d'écorce, il va boire l'eau des sources, il va se nourrir de baies et de racines. Et son épouse et ses 2 enfants qui l'ont accompagné vont en faire autant. Et donc ils vont mener une vie d'ascète forestier qui bien sûr est en opposition totale avec le luxe dans lequel il vivait antérieurement. Alors vous l'avez dit, hein, le Vesantara a pris renaissance sous la forme du Bouddha. Est-ce que le Bouddha lui-même a eu une expérience avec la forêt? Oui, en tout cas, dans les 6 années de mortification, pendant les 6 années de mortification qu'il a passées avant d'atteindre l'éveil. Puis il atteint l'éveil, il devient un chef religieux qui va prêcher de ville en ville et donc il doit renoncer à ce mode de vie forestier pour lequel il semblait pourtant, selon certains textes du canon pali, éprouver une affinité certaine. Et on peut remarquer d'ailleurs que très souvent, dans les suttas du canon pali, il recommande à ses moines d'aller méditer en forêt et de limiter au minimum la fréquentation des villages. Donc les villages, dans les textes du bouddhisme ancien, sont vraiment des lieux de corruption et de tentation. C'est vraiment le mauvais moine qui va choisir de s'attarder dans les villages. Alors il recommande donc de s'établir en forêt, mais est-ce que ça veut dire que les premiers moines bouddhistes s'établissaient en forêt? Est-ce qu'ils étaient des moines forestiers? Oui, enfin, en tout cas, on peut supposer effectivement que, d'après les écrits qui ont subsisté, on peut supposer que ces moines avaient une expérience de la vie en forêt, au moins pour certains d'entre eux. Et on peut citer à ce sujet Mahakassapa, qui a été d'ailleurs le successeur du Bouddha et qui était un adepte de la vie forestière. Donc il prônait une vie centrée sur la pratique de la méditation, une vie assez solitaire, et aussi une vie qui impliquait de respecter de manière très rigoureuse les règles de discipline, des règles en fait presque ascétiques. Bon, ceci dit, certains spécialistes disent qu'il y avait dès le début du bouddhisme une tradition communautaire bien établie et il est sûr que c'est cette tradition communautaire qui est devenue dominante assez vite. Donc la tradition forestière est depuis longtemps, sinon depuis toujours, un courant minoritaire, mais ce courant a toujours été extrêmement prestigieux. Par exemple, à Ceylan, le titre Aranika, donc forestier, moine forestier, était extrêmement valorisé. En quoi précisément ce lieu de forêt favorise-t-il la méditation? Est-il propice à la méditation? Parce que la nature peut être un support de méditation. Et les textes du canon pali recommandent aux moines de cultiver ce qu'ils appellent la perception de la forêt. Donc perception qui peut être par exemple celle des bruits ambiants, par exemple les animaux qui se trouvent tout autour. Et il faut se concentrer sur ces bruits. Et en fait, cette perception de la forêt engendre, disent les textes, un certain bien-être et un apaisement, mais ce bien-être ne doit pas être recherché pour lui-même. En fait, il s'agit de faire de cette perception une première étape qui permet ensuite d'aller vers des états de concentration de plus en plus subtils.
Alors justement, cette perception, on en a une petite idée grâce au texte que vous avez traduit, les Theragatha, donc des stances attribuées aux premiers moines bouddhistes, et qui évoquent leur plaisir d'être seuls en forêt, qui évoquent aussi les perceptions sensorielles qu'ils en ont. Est-ce que vous pouvez nous lire quelques extraits de stances, s'il vous plaît? Je vais juste vous lire la stance 524 des Theragatha. Donc la voici. Quand la nuit dans le bois solitaire rugissent sous la pluie les bêtes aux crocs pointus, et que le moine retiré dans une grotte de montagne s'adonne à la méditation, c'est là pour lui un plaisir tel qu'il n'en trouve pas de plus grand. Donc vous voyez qu'on a ici un plaisir tout à fait paradoxal, puisque le moine se réjouit de méditer dans des circonstances qui feraient peur à tout autre que lui. Ces bruits de bêtes sauvages qui rôdent aux alentours. Et en fait, cette stance nous montre bien que le séjour en forêt, en fait, est un révélateur. Il permet aux moines exemplaires de prouver leur degré de maturité spirituelle. Il leur permet de montrer qu'ils ne sont plus assujettis aux réactions émotionnelles et aux passions qui retiennent les autres êtres dans le samsara. Aujourd'hui, finalement, il y a toujours une tradition des moines forestiers. Est-ce qu'elle est héritée directement de cette première tradition des moines qui partaient en forêt ? Oui, en tout cas, les moines forestiers actuels établissent une filiation avec Mahakassapa. Donc, ils considèrent Mahakassapa, le successeur du Bouddha, comme le premier moine forestier. Et comme lui, ils prônent une vie centrée sur la pratique de la méditation et sur le respect de règles de discipline. Ils insistent également beaucoup sur la non-violence, une non-violence qui leur permet, disent-ils, d'être épargnés par les animaux sauvages, justement, qu'ils peuvent avoir à rencontrer lorsqu'ils se trouvent seuls dans la jungle. On pourrait donner un exemple peut-être de texte qui parle de même actuellement, il y a ce genre d'histoire court encore et très fréquemment raconté à propos des moines forestiers. Et on peut établir une analogie, en fait, de ce point de vue, avec ce que les textes indiens anciens, pas nécessairement des textes bouddhistes, donc ce que les textes indiens anciens nous disent des ermites. Ils nous disent que les ermites créent autour de leur ermitage une telle atmosphère de paix que les animaux sauvages sont parfaitement apaisés. Ils perdent toute agressivité. Non seulement ils n'attaquent pas les ermites, mais encore ils cessent de s'attaquer entre eux. Vous voyez qu'il y a toute une filiation, même à travers des légendes ou des récits qui s'établit à travers le temps. Donc les moines forestiers actuels sont bien entendu les héritiers de Mahakassapa, mais on peut aussi considérer plus largement qu'ils sont les héritiers de toute une tradition indienne de non-violence et de renoncement. Merci Danielle Mercier d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine donc pour évoquer cette fois-ci la montagne dans les textes indo-tibétains. Et d'ici là, quelques suggestions de lecture avant de se quitter. Tout d'abord, les stances des Thera ou Theragatha, poèmes du canon pali, publiés à la Pali Text Society par notre invité Danielle Massé, qui les a traduits en français et commentés. Dans ces stances attribuées aux tout premiers moines bouddhistes, la forêt fait l'objet de descriptions souvent très brèves, mais toujours très évocatrices. Le Vesantara Jataka, ou l'avant-dernière incarnation du Bouddha Gautama, présenté et traduit par Jean-Pierre Osier, édition du Cerf. Le texte raconte l'histoire du prince Vesantara qui se consacre sans réserve à la pratique du don et qui doit mener pendant quelque temps la vie d'un ascète forestier. Silencieux arpèges, extrême saison et vibrants arpèges de Jigme Trinley Gyatso, édition L'Astronome. Il s'agit de 3 petits recueils de poèmes sur la beauté de la nature. Un voyage immobile, l'Himalaya vu d'un ermitage de Mathieu Ricard, édition de La Martinière, un livre de photographie sur le paysage grandiose des sommets que le moine Mathieu Ricard a pu observer depuis son ermitage népalais. Et puis enfin, pour les jeunes lecteurs, sur les traces du Bouddha, par Amina Okada, chez Gallimard Jeunesse, qui évoque la vie du Bouddha dans l'Inde du 5e siècle avant notre ère. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. À la semaine prochaine pour la suite. Bon dimanche et merci.